Après 8 ans ensemble, elle m'a trahi d'une manière visible de tous. La clé USB, encore tiède, fut extraite de la boîte clandestine de Mélissa, et je réalisai que mon mariage était sur le point de se transformer en scène de crime. Permettez-moi de revenir en arrière. Je m'appelle Alex Granté, jusqu'à 3 heures auparavant, je croyais que mon souci principal était de justifier auprès de ma femme le doublement inexplicable de notre facture Internet. Il se trouve qu'elle avait téléchargé suffisamment de contenu autoproduit pour saturer même les serveurs de Netflix. Cependant, je m'égare. Nous sommes mardi matin dans la banlieue de Millfield, dans le Connecticut, et je suis assis dans ce qui servait autrefois de salle à manger, qui ressemble désormais aux conséquences d'une crise de nerfs dans un entrepôt Amazon. Je travaille à domicile comme consultant en informatique, ce qui m'a conduit à transformer notre demeure en une forteresse de solitude technologique. Mélissa, ma femme depuis 18 ans, est agent immobilier et considère notre maison comme un hôtel, qu'elle visite occasionnellement entre ses rendez-vous avec des clients. Alex, as-tu encore déplacé mes affaires? La voix de Mélissa traversa mon rituel matinal du café avec la férocité d'une scie circulaire à travers du contreplaqué. Elle se tenait encadrée dans l'embrasure de la porte, mètre 70 de carnivore de banlieue parfaitement sculpté, serrant son téléphone comme s'il contenait les secrets les plus intimes de l'univers. Définis l'affaire, rétorquai-je, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Si tu fais référence à la pile de contrats que tu as abandonnés sur mon clavier, alors affirmative. Il se trouve sur le comptoir de la cuisine, là où les papiers doivent se trouver. Pas sur un équipement qui dépasse tes dépenses mensuelles en Botox. Elle roula des yeux avec l'efficacité pratique de quelqu'un qui a perfectionné l'art du mépris conjugal. Très amusant. As-tu vu ma boîte noire? Là, elle avait capté mon attention. Mélissa mentionnait rarement ses effets personnels. Elle gardait sa vie privée avec la vigilance de Fort Knox protégeant ses réserves d'or. Quelle boîte noire? Laisse tomber. Elle était déjà en train de partir, ses talons claquant contre notre parquet, ressemblant à un compte à rebours. Je vais la trouver moi-même. Cependant, elle n'y parviendrait pas, car notre femme de ménage, Martha, l'avait déterrée la veille pendant que je déboguais la catastrophe réseau d'un client. Martha a 26 ans, elle est aussi précise qu'une montre suisse et aussi loyale qu'un Golden Retriever. Elle possède également la curiosité d'un félin, ce qui lui a permis de tomber sur le petit coffre au trésor de Mélissa caché derrière les manteaux d'hiver dans le placard de notre chambre. Monsieur Alex, avait-elle déclaré dans son anglais soigné, je trouve quelque chose d'étrange. Vous désirez voir? La boîte avait à peu près la taille d'une boîte à chaussures, d'un noir mat, avec un cadenas à combinaison laissé ouvert. À l'intérieur se trouvaient des objets qui feraient rougir un vendeur de zec, ainsi qu'une clé USB d'apparence anodine étiquetée BMJ privé. J'aurais dû refermer la boîte. J'aurais dû demander à Martha de la remettre à son emplacement d'origine. J'aurais dû me mêler de mes affaires et reprendre la résolution des problèmes informatiques des autres. Au lieu de cela, j'ai inséré cette clé dans mon ordinateur portable le plus sécurisé. 3 heures plus tard, je reste transi devant l'écran, observant ma femme se livrer à des actes avec un homme qui n'est manifestement pas moi. L'individu est plus jeune, plus musclé et visiblement plus souple qu'un professeur de yoga sous produit dopant. Son visage est clairement visible dans chaque image, et il arbore le genre de sourire suffisant qui communique sa conscience précise des dommages qu'il inflige au mariage d'autrui. Mais voici le détail crucial. Il ne s'agit pas d'un seul homme. Il existe des vidéos mettant en scène 3 hommes différents et 2 femmes, toutes filmées dans des lieux que je reconnais. Notre chambre, notre cuisine, la salle de bain d'invités ornée du travail de carrelage élaboré que j'ai installé l'été dernier. Les métadonnées contenues dans ces fichiers révèlent un récit qui rend mon café aussi agréable à boire que de l'acide de batterie. Des dates remontant à 6 mois. Des moments où j'étais ostensiblement sur les sites de mes clients. Ma propre résidence transformée en studio de production pour les activités extrascolaires de Mélissa. Je ne suis pas anéanti. Je ne suis même pas surpris. Ce que je suis, c'est calculateur. Voyez, la majorité des hommes montraient en trombe à l'étage, brandiraient les preuves et exigeraient des explications. La majorité des hommes ferait immédiatement appel à un avocat ou diffuserait tout sur les réseaux sociaux pour un maximum d'humiliation. La majorité des hommes ne consacrent pas leur journée à penser comme un administrateur système, où chaque problème possède une solution logique et chaque solution nécessite une planification méticuleuse. Mélissa croit qu'elle a été rusée. Elle croit qu'elle a effacé ses traces. Elle croit que je suis le mari ennuyeux et prévisible,
trop absorbée par son travail pour percevoir les événements qui se déroulent dans sa propre maison. Elle est sur le point de découvrir que ennuyeux et prévisible ne sont pas synonymes de stupide. Je duplique tout sur un disque dur chiffré, puis je génère des sauvegardes sur 3 serveurs sécurisés distincts. Je consigne méticuleusement les horodatages, les recoupant avec mon itinéraire de voyage, et je construis une piste numérique qui arracherait des larmes de joie à un expert comptable judiciaire. Ensuite, j'enquête sur le principal protagoniste masculin des vidéos. Il s'appelle Jackson Reed, bien qu'il soit universellement connu sous le nom de Jax. Il est entraîneur personnel chez Elite Fitness, en centre-ville. Il conduit une Mustang personnalisée dont le prix dépasse probablement le salaire annuel de la plupart des gens, et il entretient un compte Instagram qui proclame « J'ai atteint mon apogée au lycée, mais je refuse de l'admettre ». Il a aussi un casier. Rien de bien méchant. Quelques accusations d'agression qui ont été rejetées, plusieurs litiges financiers avec d'anciens clients, et une ordonnance restrictive émise par une ancienne petite amie qui n'appréciait apparemment pas son charme. Le genre d'individu qui rend bien en photo mais qui a probablement besoin d'un correcteur orthographique pour écrire le mot intégrité. Parfait. Je poursuis mes recherches. Tandis que Mélissa descend l'escalier, vêtue, pour un autre rendez-vous client, d'un ensemble dont le prix dépasse mon remboursement automobile mensuel, je serai prêt. Tard ce soir, annonce-t-elle en scrutant son reflet dans le miroir du couloir. Importante présentation à Hartford. Il se peut que je ne rentre qu'après minuit. Certainement, je réponds, sans détourner mon regard de mon écran. Je laisserai la lumière du Porsche allumée. Elle marque une pause, et je sens qu'elle m'évalue. Après 18 ans de mariage, elle sait quand quelque chose dévie de la norme. Cependant, elle est aussi suffisamment arrogante pour supposer que je suis trop obtus pour déchiffrer ses machinations. « Alex, tout va bien ? Tu as l'air absent. » Je lève finalement les yeux, lui offrant ma plus convaincante représentation d'un conjoint inquiet. Simplement des problèmes liés au travail. Urgence client. Tu connais la chanson. Elle hoche la tête, apaisée par l'explication. Bon, n'attends pas mon retour. Cela pourrait prendre toute la nuit. Je parie que oui. Après son départ, je contacte mon avocate. Myriam Klein gère mes contrats commerciaux depuis 5 ans, et elle possède ce genre d'intellect juridique aiguisé capable de fendre le verre. Elle affiche également une tolérance zéro pour les conjoints infidèles et une réputation qui veut qu'elle laisse les avocats de la partie adverse en pleurs dans les salles d'audience. Alex, comment puis-je vous aider ? Sa voix est nette, professionnelle, avec juste une pointe de l'instinct de prédateur qui la rend si redoutable. J'aimerais discuter d'un scénario hypothétique impliquant l'infidélité conjugale et des preuves numériques. Un silence s'ensuit, suivi d'un bruit qui pourrait être Myriam en train de faire craquer ses jointures. À quel point est-ce hypothétique ? Aussi hypothétique que la gravité. Je vais libérer mon après-midi. Apportez tout. 2 heures plus tard, je suis installé dans le bureau de Myriam, la regardant examiner le contenu de la clé USB de Mélissa avec l'intensité concentrée d'un chirurgien examinant des radiographies. Eh bien, déclare-t-elle enfin, votre femme a certainement des intérêts diversifiés. C'est une interprétation possible. L'aspect positif, c'est que le Connecticut est un État où le divorce est sans faute, donc l'infidélité n'aura pas d'incidence sur la procédure fondamentale. L'aspect négatif, c'est qu'elle vous contestera sur tous les points. Maison, garde, bien. Et si elle était incapable de contester ? Myriam lève un sourcil. Développé. Et si elle était trop préoccupée à régler d'autres problèmes pour se concentrer sur le fait de me contester ? Alex, je dois vous déconseiller de vous engager dans des activités illicites. Je n'envisagerai pas une telle ligne de conduite. Je ne fais qu'envisager le pouvoir de l'information. La façon dont elle peut être diffusée. La façon dont elle peut affecter la réputation professionnelle, le statut social, les relations personnelles d'une personne. Myriam se penche en arrière dans sa chaise, et je peux percevoir les engrenages en train de tourner. En théorie, si quelqu'un découvrait qu'un agent immobilier utilise les propriétés de ses clients à des fins personnelles, cela pourrait affecter sa licence. Si quelqu'un apprenait qu'une personne mariée s'engage dans un comportement risqué qui pourrait avoir un impact sur la santé et la sécurité de sa famille, cela pourrait influencer les décisions de garde. Si quelqu'un s'assurait qu'une personne fréquente des individus de moralité douteuse. En théorie, bien sûr. Elle ferme l'ordinateur portable. Je vais commencer à rédiger les documents. En attendant, je vous suggère de tout documenter méticuleusement.
Relevé financier, schéma de communication, tout changement de comportement ou de routine. Plus vous aurez de preuves concernant ces activités, plus votre position sera forte. Déjà en cours. Et Alex, faites preuve de prudence. Les animaux acculés ont tendance à mordre. Je rentre chez moi en voiture à travers la banlieue, devant des résidences qui ressemblent à la mienne, peuplées de familles qui peuvent ressembler à la mienne ou être complètement différentes. Il est impossible de le deviner de l'extérieur, maison de verre ou pas. Cependant, voici le point essentiel concernant les maisons de verre. Elles ne sont fragiles que si c'est vous qui lancez les pierres. Si vous êtes la personne retranchée à l'intérieur, observant les projectiles des autres ricochets, vous avez tous les avantages. Mélissa croit qu'elle me manipule comme un idiot. Elle se croit plus intelligente, plus sophistiquée, plus branchée que son banal mari informaticien qui passe ses journées à résoudre les problèmes des autres. Elle est sur le point de découvrir que je résous des problèmes depuis bien plus longtemps qu'elle n'en crée. Et je suis exceptionnellement doué dans mon métier. Je m'engage sur notre allée, scrutant notre maison avec une nouvelle perspective. Ce n'est plus un foyer. Ce n'est ni un sanctuaire, ni un refuge, ni aucun de ces concepts chaleureux et réconfortants dont parlent les conseillers conjugaux. C'est un champ de bataille, et je viens de déterminer l'emplacement de toutes les mines terrestres enfouies. Mon téléphone vibre, signalant un SMS de Mélissa, la visite se passe à merveille. Je risque d'être encore plus tard que prévu. Ne m'attends pas, je réponds par SMS. Pas de problème. Prends tout le temps qu'il te faut. Et je le pense, car pendant qu'elle est occupée avec sa visite, je serai occupé à me préparer pour l'événement principal de ce soir. Quand elle rentrera à la maison, embaumée du parfum d'un autre homme et inventant des histoires de clients difficiles, je vais entamer avec elle une conversation qu'elle n'oubliera jamais. La clé USB reste chaude dans ma poche, et mon mariage est sur le point de se transformer en scène de crime. Cependant, cette fois, ce n'est pas moi qui souffre. Mélissa rentre à la maison à 1h47 du matin, un fait que je connais parce que je surveille les caméras de sécurité que j'ai installées le mois dernier, ostensiblement pour protéger notre investissement. Elle choisit de se garer dans l'allée plutôt que dans le garage, une décision sans doute prise pour m'épargner le réveil causé par la porte automatique. Attentionné de sa part, vraiment. Je suis retranché dans la cuisine, mon ordinateur portable illuminé, sirotant ma 4e tasse de café et apportant les touches finales à ce que j'aime appeler ma présentation. Les preuves sont méticuleusement organisées, recoupées et sauvegardées dans plus d'endroits qu'un espion paranoïaque ne cacherait ses fichiers les plus sensibles. Elle tente une entrée furtive, mais nos planchers de bois franc n'ont jamais été connus pour leur discrétion. Je discerne le clic distinct de ses talons à 2 reprises avant qu'elle ne se souvienne de les enlever. Le doux bruissement des bas contre le bois, le placement délibéré des clés sur la table du couloir. « Alex ?» Sa voix est à peine audible, un simple murmure. « Tu es réveillé. » Ici, je réponds, en conservant un ton neutre. « Cuisine. » Elle se matérialise dans l'embrasure de la porte, et je dois concéder qu'elle est remarquablement douée pour cette mascarade. Son maquillage reste impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, ses vêtements non froissés. Si je n'étais pas au courant de la vérité, je croirais volontiers qu'elle a effectivement passé la soirée à présenter des propriétés à une clientèle exigeante. « Pourquoi es-tu debout si tard ?» Elle se dirige vers le réfrigérateur, jouant le rôle d'une épouse fatiguée à la recherche d'un repas de fin de soirée. « Je t'ai supplié de ne pas m'attendre. Je n'arrivais tout simplement pas à dormir. » Des questions liées au travail occupaient mon esprit. Je fais un geste vers l'ordinateur portable. « Tu comprends de quoi il s'agit. » Elle hoche la tête en signe d'acquiescement, puis se verse un verre de vin. La visite à Hartford s'est exceptionnellement bien déroulée. Les acheteurs potentiels sont très intéressés, quoique exigeants. Il a fallu une éternité pour examiner tous les détails. J'en suis certain. Quelque chose dans mon intonation l'incite à me scruter plus intensément. Après 18 ans, elle possède une compréhension innée du moment où l'atmosphère dans une pièce a subi une transformation. « Alex, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu sembles différent. » « Vraiment ? » Je ferme l'ordinateur portable et lui accorde toute mon attention. Peut-être cela vient-il du fait que j'ai vécu une journée plutôt intrigante. J'ai fait certaines découvertes, déterré des révélations qui ont placé tout dans une perspective nouvelle. Elle prend une gorgée mesurée de vin, tentant de gagner du temps. Quel genre de découverte ? Le genre qui vous oblige à réaliser que vous ne connaissez pas quelqu'un aussi intimement que vous l'aviez supposé. Maintenant, elle est pleinement alerte.
Le verre de vin s'arrête à mi-chemin de ses lèvres, et je peux percevoir son esprit naviguer rapidement à travers un labyrinthe de possibilités. Qu'aurais-je pu découvrir? Quelle est l'étendue de mes connaissances? Quelle est sa ligne de conduite la plus avantageuse ici? Je ne comprends pas ce à quoi tu fais allusion. Bien sûr que si. Je rouvre l'ordinateur portable et le pivote, lui permettant de voir l'écran. Il est en pause sur une de ses vidéos, l'image de prévisualisation la représentant avec Jax dans une posture qui susciterait l'envie d'un contorsionniste. Tu veux bien m'expliquer ça? Le verre à vin lui échappe et se brise sur le sol de la cuisine, envoyant des ruisselets de Pinot Grigio et des éclats de verre se répandre sur les carreaux que nous avions méticuleusement choisis ensemble 3 ans auparavant. Alex, je peux m'expliquer. Vraiment? Parce que je détiens ici environ 6 heures de vidéo qui brossent un tableau plutôt clair. Partenaires multiples, lieux multiples, de nombreuses occasions où vous étiez censé être au travail. Je navigue à travers les fichiers, chaque aperçu d'image étant plus explicite que le précédent. C'est toute une collection, Mélissa. Une documentation remarquablement exhaustive. Elle a considérablement pâli, mais je peux voir qu'elle tente de reprendre ses esprits. Mélissa n'est pas parvenue au sommet en tant qu'agent immobilier à succès en succombant à la pression. Elle calcule méticuleusement sa réponse, recherchant les avantages potentiels, s'efforçant d'inventer un moyen de reformuler la situation. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Parce que ce que je crois, c'est que ma femme a exploité un studio de film pour adultes personnels depuis notre domicile pendant que je travaillais assidûment pour le faire vivre. Ce que je crois, c'est qu'elle a eu des relations sexuelles avec de nombreuses personnes dans notre lit, notre cuisine et notre salle de bain d'invités. Ce que je crois, c'est qu'elle me ment depuis des mois, mettant en danger mon bien-être et transformant notre maison en son terrain de jeu personnel. Alex, s'il te plaît. Laisse-moi m'expliquer. Expliquer quoi, précisément? Que la personne représentée dans ces vidéos n'est pas toi. Que ce n'est pas notre maison. Que ce n'est pas notre chambre, avec la tête de lit personnalisée que j'ai fabriquée pour notre anniversaire? Je me penche en avant, ma voix tombant à un simple murmure. Ou peut-être souhaites-tu expliquer pourquoi tu as cru que j'étais suffisamment stupide pour ne pas discerner la vérité. Les larmes commencent alors, de parfaites gouttelettes cristallines qui ne font pas couler son mascara. Même sa démonstration de chagrin est calculée. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. C'est juste que ça a commencé comme quelque chose d'anodin, puis c'est devenu incontrôlable. Anodin? Mélissa, tu as reçu plus de personnes dans notre lit qu'il n'y en a dans mon réseau LinkedIn. Ce n'est guère anodin. Cela constitue une infidélité à l'échelle industrielle. S'il te plaît, ne sois pas grossier. Grossier? J'essaie simplement de suivre ton vocabulaire. Dois-je employer une terminologie plus technique? Préférerais-tu que je m'étende sur la biomécanique de ce que toi et Jax faisiez sur notre comptoir de cuisine? Elle tressaillit à la mention du nom. Comment as-tu obtenu des informations sur Jax? Je les connais tous. Jax, Marcus, David, Sarah, Jennifer. Je connais leurs noms, leurs adresses, leurs antécédents professionnels, leur casier judiciaire. Savais-tu que Jax a été arrêté à 3 reprises pour agression? Une vérification des antécédents remarquablement approfondie que tu as effectuée là. Tu ne comprends pas. Mon mariage avec toi. Il est caduc depuis des années. Nous sommes comme des colocataires. J'avais besoin de quelque chose de plus. Alors tu as décidé de passer une audition pour un film pour adultes amateurs au lieu d'engager une conversation avec moi à ce sujet? Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment? Éclaire-moi. Aide-moi à comprendre comment ma femme a fini par jouer dans son propre festival de films personnels. Elle pleure maintenant abondamment, mais il y a toujours quelque chose de calculé là-dedans. Elle s'efforce de susciter la sympathie, essayant en quelque sorte de m'attribuer la faute. Tu n'es jamais présent émotionnellement. Tu es perpétuellement absorbé par ton travail, perpétuellement obsédé par tes ordinateurs et tes clients. J'avais l'impression d'être invisible dans mon propre mariage. Alors tu as décidé de devenir exceptionnellement visible pour une part importante de la ville à la place. J'avais besoin de me sentir désiré, voulu, comme si j'étais importante pour quelqu'un. Et le fait de tout filmer était simplement pour la postérité? Elle n'offre aucune réponse à cette question. On ne peut pas y répondre. Parce que nous connaissons tous les deux la vérité. Ce n'était pas basé sur un désir de se sentir désiré. C'était basé sur la consommation de pouvoir,
l'exercice du contrôle, l'exaltation tirée du fait d'échapper à la détection. Que désires-tu? Demande-t-elle finalement. Ce que je désire? Je me penche en arrière dans ma chaise, savourant l'instant. Je désire un divorce. Je désire la garde complète de Jamie et Tyler. Je désire la maison. Je désire que mes comptes de retraite restent intacts. Je désire que tu prennes ta petite collection de vidéos et ton amant et que vous disparaissiez de mon existence. Cela n'arrivera pas. J'ai des droits. J'ai des droits sur la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Ah bon? Parce que je pars du principe que lorsqu'un juge visionnera ces vidéos, lorsqu'il sera témoin de preuves que vous faites entrer des inconnus dans notre maison, où vivent nos enfants, lorsqu'il prendra conscience de votre association avec des individus tels que Jax, qui ont des antécédents criminels, je m'attends à ce que vos droits soient considérablement réduits. Tu ne le feras pas, n'essaie pas de me dissuader. Nous nous regardons intensément de part et d'autre de la table de la cuisine, et je peux observer sa pensée en mouvement. Elle s'efforce de déterminer sa manœuvre suivante, cherchant un levier, essayant de découvrir un moyen de renverser la situation. Les enfants t'en voudront de détruire leur famille. Les enfants comprendront que je les protège d'une mère qui donne la priorité à ses activités extrascolaires plutôt qu'à leur sécurité. Espèce d'idiot. Ce n'est pas moi qui ai commis l'infidélité. Ce n'est pas moi qui ai fait entrer des inconnus dans notre maison. Ce n'est pas moi qui ai proféré des mensonges pendant des mois tout en exposant ma famille à Dieu sait quelle maladie ou quel danger. J'ai refermé l'ordinateur portable. Je suis simplement celui qui a découvert la vérité à ce sujet. Elle se lève, le bruit du verre qui craque sous ses bas. Ce n'est pas terminé. Si, ça l'est. Tu n'en es simplement pas encore consciente. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie que demain matin, je déposerai une demande de divorce. Cela signifie que j'ai déjà sécurisé nos comptes financiers pour prévenir tout retrait brutal. Cela signifie que j'ai méticuleusement tout documenté, sauvegardé toutes les preuves et préparé toutes les réponses possibles que tu pourrais avancer. Tu as manigancé ça. Je me suis protégé. Il y a une différence. Elle commence à partir, puis pivote. Tu sais quel est ton problème, Alex? Tu crois que tu es plus intelligent que tout le monde. Tu crois que tu peux tout contrôler grâce à tes minuscules ordinateurs et à tes plans méticuleux. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie vie est chaotique et complexe, et tu ne peux pas simplement la déboguer comme tu le ferais avec un de tes systèmes. Tu as raison, je réponds. La vraie vie est en effet chaotique. Mais tu sais en quoi j'excelle? À nettoyer les dégâts. C'est, littéralement, ce que je fais dans la vie. Après son départ, je suis resté assis dans la cuisine pendant 1 heure supplémentaire, à écouter ses mouvements à l'étage, le bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, le bruit des cintres qui glissent sur les barres de placard. Elle fait ses bagages, ce qui est judicieux. Elle consolide son récit, ce qui est prévisible. Elle contacte probablement quelqu'un, ce qui n'a aucune importance. Qu'elle passe ses appels. Qu'elle rassemble ses alliés et orchestre sa contre-attaque. Qu'elle croit qu'elle peut d'une manière ou d'une autre recadrer cette situation, se transformant en victime d'un mari dominateur qui a envahi sa vie privée. Parce que pendant qu'elle est préoccupée par la gestion des dégâts, je serai 3 coups d'avance. Je possède des preuves dont elle n'a pas conscience. Je possède des ressources auxquelles elle ne peut pas accéder. Je possède une patience qu'elle n'a jamais cultivée. Plus important encore, je possède la vérité. Et d'après mon expérience, la vérité a une propension à percer tous les mensonges, les excuses et les justifications. Mon téléphone vibre, indiquant un SMS de Martha. Monsieur Alex, je vois la voiture de Madame Grant partir très tôt. Tout va bien? Je réponds par SMS. Tout va bien. Prenez la journée de demain. Je vous expliquerai plus tard. Parce que demain s'annonce comme une journée particulièrement chargée. J'ai des rendez-vous avec des avocats, des comptes à sécuriser et un plan très méticuleux à mettre en œuvre. Melissa croit que ce n'est que le début d'un divorce contentieux. Elle croit qu'elle peut contester cela, négocier, trouver un moyen de préserver son style de vie et sa réputation. Elle est sur le point d'apprendre que lorsqu'on habite une maison de verre, on ne doit pas jeter des pierres. Surtout quand l'autre personne amasse des cailloux depuis des années. Jeudi matin, j'avais transformé notre bureau à domicile en un centre de commandement qui susciterait l'admiration d'un stratège militaire. 3 écrans affichent des relevés financiers, des documents juridiques et une chronologie détaillée des activités de Melissa.
Je possède des enregistrements d'appels téléphoniques, des relevés de dépenses par carte de crédit et une surabondance d'informations numériques suffisante pour remplir une bibliothèque de taille modeste. Cependant, la véritable révélation provient d'une source inattendue. Monsieur Alex, prononce Martha, en posant mon café du matin avec la précision inébranlable d'un horloger suisse, je dois vous dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Je demande. Hier, en effectuant mes tâches de nettoyage chez les Henderson, les voisins, Madame Henderson a fait allusion à quelque chose. Elle a indiqué qu'elle avait vu de nombreux véhicules dans votre allée pendant vos absences professionnelles, avec diverses personnes qui arrivaient et repartaient. Elle notait méticuleusement les numéros de plaques d'immatriculation parce qu'elle craignait les cambriolages potentiels, poursuit Martha. J'ai failli lâcher ma tasse de café. Elle tenait des registres. Elle m'a remis cette compilation, en disant qu'elle avait l'intention de vous en informer plus tôt, mais elle hésitait, ne voulant pas être perçue comme une voisine trop curieuse. Martha sort un document plié de sa poche. C'est une personne d'une minutie extrême, les dates, les heures, les descriptions des individus, tout est noté. Le recueil constitue un véritable trésor. Madame Henderson, que Dieu bénisse sa vigilance, bien que paranoïaque, a méticuleusement consigné chaque visiteur de Melissa au cours des 4 derniers mois. Les numéros de plaques d'immatriculation, les caractéristiques physiques, la durée des visites, c'est comme posséder un rapport de surveillance rédigé par la personne la plus observatrice, bien que fouineuse, au monde. Je recoupe les numéros de plaques avec les registres accessibles au public et les profils des réseaux sociaux. La Mustang personnalisée de Jax apparaît 17 fois. Une BMW, immatriculée au nom d'un certain Marcus Williams, se matérialise 12 fois. Une Honda Civic, appartenant à Sarah Chen, est observée à 8 reprises. Cependant, l'aspect véritablement intrigant réside ici, certaines visites se chevauchent. Melissa ne se contentait pas d'avoir des liaisons extra-conjugales. Elle organisait des réunions mondaines. Mon téléphone émet un signal sonore, interrompant mes recherches. C'est le détective Ray Morrison, qui habite 3 maisons plus loin et qui me demande parfois de l'aide pour des problèmes informatiques pour le service de police. Alex, j'ai appris par des voies détournées que vous pourriez traverser certaines difficultés personnelles. Je voulais vous témoigner de ma sympathie et savoir si vous aviez besoin de conseils. Les nouvelles se répandent plus vite dans les petites villes que les commérages lors d'une vente de gâteaux à l'église. Merci, Ray. En fait, j'aurais peut-être une question à vous poser à ce sujet. Hypothétiquement parlant, si une personne découvrait des preuves d'activités illicites potentielles au cours d'une procédure de divorce, quelle serait la ligne de conduite appropriée? Quelle forme spécifique d'activité criminelle, me demande-t-il? Hypothétiquement, peut-être de la fraude. Potentiellement du blanchiment d'argent. Indubitablement, de la fraude fiscale. Un silence pesant sans suite. Alex, insinuez-vous que votre femme est impliquée dans quelque chose d'illégal? Je dis que j'ai découvert certaines irrégularités financières qui pourraient susciter l'intérêt des autorités compétentes. Fournissez-moi ce que vous avez. Officieusement, bien sûr. 2 heures plus tard, Ray est installé dans mon bureau, examinant des relevés bancaires et des documents financiers qui décrivent une histoire assez convaincante des activités récentes de Melissa. Votre femme a effectué des transactions atypiques, remarque-t-il, en attirant mon attention sur une série de dépôts en espèces. Des sommes importantes, à intervalles irréguliers, toutes délibérément maintenues juste en dessous du seuil de déclaration fédérale. Moi aussi, j'ai observé cette anomalie. Et ses versements à Elite Fitness. Elle a effectué des paiements pour des séances d'entraînement personnel 3 fois par semaine pendant 6 mois, cependant, les montants sont exorbitants par rapport aux tarifs standards. À moins qu'elle ne paie pour plus que de simples conseils en matière de remise en forme. Ray se penche en arrière dans sa chaise. Alex, je suppose que votre femme et son amant pourraient être en train de perpétrer une forme de fraude, en utilisant la salle de sport comme façade. Peut-être en offrant des services spécialisés à une clientèle aisée. Cela expliquerait la présence de véhicules luxueux dans mon allée. Cela expliquerait également sa méticulosité à maintenir les transactions en espèces sous le radar. S'ils omettent de déclarer ces revenus, évitent-ils de payer des impôts sur les revenus tirés de la prostitution? Je n'ai pas formulé cela explicitement. Cependant, hypothétiquement parlant, si une personne signalait des activités financières suspectes au service des impôts, celui-ci pourrait manifester un intérêt considérable à mener un audit approfondi. Cet après-midi, je me rends à Elite Fitness pour une mission de reconnaissance discrète.
La salle de sport correspond précisément à mes attentes, du chrome et des miroirs à profusion, parsemés d'affiches de motivation exhortant les individus à transcender leurs limites. Jax est facilement identifiable, se pavanant dans un débardeur manifestement trop petit, donnant des instructions péremptoires à une femme d'âge moyen qui paie sans équivoque pour des services au-delà d'un simple entraînement physique. Il est plus jeune que moi, plus musclé, et possède le genre d'assurance effrontée qui découle de l'absence de nécessité de contempler les conséquences avec une rigueur quelconque. Il est l'archétype de l'individu qui a atteint son apogée au lycée et qui s'efforce de retrouver cette époque bénie depuis lors. J'attends patiemment sa solitude, puis je l'aborde, adoptant l'attitude la plus convaincante d'un client potentiel. Excusez-moi. Vous êtes bien Jax? J'ai entendu dire que vous pouviez proposer des entraînements spécialisés. Il m'évalue des pieds à la tête, calculant probablement l'étendue de l'extraction financière qu'il peut opérer sur ce monsieur d'âge mûr vêtu d'un pantalon kaki et d'un polo. Cela dépend de la nature de l'entraînement que vous recherchez. Le genre qui nécessite discrétion, confidentialité, arrangements spéciaux. Ses globes oculaires s'illuminent d'anticipation. Je crois que nous pouvons élaborer un arrangement mutuellement bénéfique. Êtes-vous marié? En effet, je le suis. Alors vous comprenez l'importance capitale de la confidentialité. Absolument. En fait, je crois que nous avons une connaissance commune, Melissa Grant. Elle a vanté vos services avec un enthousiasme considérable. L'altération de son expression faciale est immédiate et spectaculaire. L'assurance effrontée se dissipe, remplacée par une émotion qui s'apparente à la panique. Je ne connais pas la personne dont vous parlez. Vous plaisantez certainement. Melissa Grant, agent immobilier. Cheveux blonds, sourire ravageur. Très adaptable dans son approche du service à la clientèle. Écoutez, monsieur, j'ignore votre identité ou l'objet de votre recherche, mais je suis Alex Grant, le mari de Melissa. Maintenant, il est sans équivoque saisi par la panique. Ses yeux parcourent la salle de sport, cherchant des issues, des renforts, tout ce qui pourrait le sortir de ce mauvais pas. C'est un malentendu. Melissa et moi, nous sommes simplement amis. Elle est une cliente, rien de plus. Vraiment? Parce que je possède des preuves vidéo qui suggèrent que votre relation s'étend bien au-delà des limites conventionnelles entre entraîneur et cliente. Vous bluffez. Je sors mon téléphone portable et lui présente une des vignettes vidéo. Son visage prend une pâleur cendreuse. Que désirez-vous? Je désire votre abstinence perpétuelle de ma femme. Je désire la cessation de tout arrangement que vous avez avec elle. Et je désire votre compréhension que si vous engendrez des complications durant ma procédure de divorce, je m'assurerai que la police, le fisc et toutes les autres parties potentiellement intéressées reçoivent des copies de tout ce que j'ai déterré. Vous ne pouvez rien prouver. Vraiment? Je possède des relevés financiers démontrant des paiements de ma femme à vous qui dépassent largement les tarifs d'entraînement standard. Je possède des vidéos de vous dans ma résidence, vous livrant à des activités qui ne sont absolument pas couvertes par la police d'assurance de votre salle de sport. Je possède des témoignages de voisins qui ont méticuleusement documenté vos visites. Il transpire maintenant, et ce n'est pas attribuable à son programme d'entraînement. C'est de la maltraitance. Non, il s'agit d'un échange cordial entre deux adultes. La maltraitance consisterait à publier ces vidéos en ligne avec votre nom et votre adresse joint. La maltraitance consisterait à en diffuser des copies à vos autres clients, à votre famille, à votre employeur. Vous n'oseriez pas, mettez-moi au défi. Je pivote pour partir, puis je m'arrête. Oh, et Jax, cette Mustang que vous avez là-bas est magnifique. Peinture personnalisée, système audio amélioré. Cela a dû représenter une dépense considérable. Il serait regrettable que quelque chose lui arrive. Je n'entre pas en contact physique avec son véhicule. Je n'ai pas besoin de le faire. Cependant, alors que je me dirige vers mon propre véhicule, je heurte par inadvertance un chariot de supermarché qu'une personne a imprudemment abandonné sur le parking. Le chariot roule sur l'asphalte et heurte doucement son pare-chocs arrière, laissant une rayure mineure mais discernable dans cette peinture immaculée. Oups, m'exclamai-je. Mes excuses. J'espère que votre police d'assurance couvre les actes perpétrés par des maris maladroits. Ce soir-là, je suis en train d'examiner des images de vidéosurveillance de notre quartier lorsque mon téléphone émet son signal sonore. C'est Myriam. Alex, nous devons nous entretenir. L'avocate de votre femme m'a contacté aujourd'hui. Déjà? Elle agit avec célérité. Elle?
Elle affirme que vous vous livrez à des actes de maltraitance à son encontre et à l'encontre de ses associés. Elle allègue que vous harcelez des individus, que vous proférez des menaces, que vous violez sa vie privée. Tout ce que j'ai fait, c'est engager une conversation avec son amant sur son lieu de travail. Quelle sorte de conversation? Le genre où j'ai élucidé les ramifications juridiques de l'infidélité, de la fraude et de l'évasion fiscale. Alex, vous devez faire preuve de prudence. Si elle est capable de prouver la maltraitance, cela pourrait nuire à votre affaire. Qu'elle s'efforce de le faire. Je possède des caméras de sécurité couvrant chaque centimètre carré de ma propriété, et je n'ai commis aucun acte illégal. Je n'ai fait qu'amasser des informations et engager des conversations. Qu'en est-il des preuves financières? Du matériel que vous avez présenté au détective Morrison? Tous des documents publics légitimes, des relevés bancaires, des témoignages. Tout a été obtenu légalement et méticuleusement documenté. Parfait, car je soupçonne qu'elle ait l'intention d'adopter une stratégie résolument dépourvue de scrupules dans cette affaire. Je me suis préparé à aider pourvu de scrupules au point. Après avoir mis fin à la communication téléphonique, je me retranche dans mon bureau, contemplant les preuves que j'ai amassées. Dossiers financiers, vidéos, témoignages, expertise. C'est suffisant pour nuire irrévocablement à la réputation de Mélissa, mettre un terme à sa carrière professionnelle, et très probablement la compromettre, elle et Jax, dans de graves démêlés judiciaires. Pourtant, je ne suis pas encore rassasié. Car, en élaborant mon dossier, j'ai également étudié les autres astérisques dramati personae astérisques de cette saga. Les amis de Mélissa, ses clients, son cercle social. Tous les individus qui ont permis son comportement, dissimulé ses mensonges, l'ont aidé à maintenir la façade d'un mariage parfait. Ils se croient invulnérables. Ils croient pouvoir continuer à jouer à leur petit jeu, à bavarder, à comploter et à feindre d'ignorer la véritable situation. Ils sont sur le point d'apprendre que lorsque l'on nage à proximité des requins, tôt ou tard, quelqu'un se fait mordre. Et je n'ai même pas encore entamé le processus de provisionnement. Vendredi matin sonne le glas de la première véritable contre-offensive. Je suis en train de déboguer le serveur d'un client quand Jamie, notre fille de 17 ans, fait irruption dans mon bureau avec la fureur débridée d'une adolescente qui vient de réaliser que ses parents ne sont que des êtres humains. « Papa, qu'est-ce qui se passe, au nom de tous les diables ?» Je lève les yeux de mon ordinateur portable pour la voir debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, le visage rouge de colère et de stupeur. Derrière elle se cache Tyler, notre fils de 14 ans, qui tente d'afficher une image de dureté, mais qui réussit surtout à exprimer une certaine appréhension. Une matinée des plus agréables à vous aussi, ma chère. Qu'est-ce qui a engendré une telle agitation? Les amis de maman racontent que tu essaies de détruire sa vie, que tu harcèles des gens et que tu profères des menaces. Tara m'a montré des SMS où maman disait que tu avais soi-disant perdu la tête et qu'elle avait peur de toi. Ah, l'acte d'ouverture. Mélissa utilise la stratégie de la victime, instrumentalisant nos enfants. Bien que je m'y attendais, cela me fait quand même mal. S'il vous plaît, entrez et fermez la porte, tous les deux. Nous devons avoir une discussion. Ils échangent un regard, mais obtempèrent néanmoins. Jamie occupe la chaise située en face de mon bureau, tandis que Tyler reste près de la bibliothèque, prêt à fuir si la situation devient trop pénible. Votre mère et moi sommes en train de divorcer, je commence. Je sais que c'est une information difficile à encaisser, mais cela se préparait depuis un certain temps. Parce que tu ne supportes pas sa réussite. La voix de Jamie résonne avec acuité, teintée d'accusation. C'est ce que Tara a dit. Que tu es jaloux de la carrière de maman et que tu veux une femme soumise. C'est votre impression? Je ne sais plus quoi croire. Maman pleure depuis toute la semaine. Elle prétend que tu as découvert des choses personnelles et que tu les utilises à des fins de chantage. Je me suis adossé à ma chaise, choisissant soigneusement mes mots. Ce sont mes enfants, et ils ne méritent pas d'être pris au piège au milieu de ce conflit. Mais ils méritent aussi la vérité. Jamie, Tyler, je veux que vous compreniez quelque chose. Votre mère et moi sommes des adultes, et les complications au sein de notre mariage sont des affaires d'adultes. Néanmoins, certaines de ces complications ont des répercussions sur vous, et vous avez le droit d'être informé à ce sujet. Quel genre de complications? Tyler prend la parole pour la première fois, sa voix montrant une légère fêlure. Le genre de complications où une personne renie les engagements pris envers l'autre. Le genre de complications où une personne met en danger la famille pour ses propres motifs égoïstes. Tu insinues qu'elle a été infidèle?
La voix de Jamie est dépourvue d'intonation. Apparemment, à 17 ans, elle n'est pas naïve sur ces questions. Affirmatif. Avec qui? Plusieurs individus pendant plusieurs mois au sein de notre domicile. Tyler émet un son de dégoût. Répugnant. Le fond du problème, c'est, je continue, votre mère a pris des décisions qui ont nui à notre famille. Mon intention n'est pas de détruire son existence. Mon objectif est de vous protéger et de m'assurer que nous pouvons tous avancer en toute sécurité, mais maman affirme que tu es motivé par la vengeance, que tu essaies de la priver de tout. Votre mère fait face aux conséquences de ses actes. Ce n'est pas de la vengeance. C'est simplement la façon dont le monde fonctionne. Mon téléphone vibre, signalant l'arrivée d'un SMS. Il provient de Brian Kellerman, le mari de Tara. Nous devons discuter. Immédiatement. Je présente le message à Jamie. Apparemment, la vérité se répand plus vite que la version des faits de ta mère. 20 minutes plus tard, Brian est assis dans ma cuisine, affichant l'air d'un homme qui vient de découvrir que toute sa vision du monde reposait sur des mensonges. C'est quelqu'un de bien, il travaille dans la comptabilité et il est entraîneur dans une ligue de baseball pour enfants. Il incarne ce genre de personne stable et fiable qui fait fonctionner les quartiers résidentiels. Alex, je vous dois des excuses. À propos de quoi? À propos de mon inclination à croire le récit de Tara, à propos de mon hypothèse que vous étiez le problème dans votre mariage. Il passe ses mains dans ses cheveux. Elle m'a tout révélé hier soir, concernant les soirées, concernant ses actes de dissimulation pour Melissa. Concernant son aide pour faire entrer subrepticement des gens dans votre maison pendant vos déplacements. Les enfants écoutent depuis la pièce voisine, et j'entends Jamie halter. Tara était au courant. Tara a facilité les arrangements. Elle trouvait ça excitant, comme un feuilleton. Elle affirmait que Melissa méritait de s'amuser après avoir été mariée à un mari aussi monotone pendant si longtemps. Aïe. Alex, je suis sincèrement désolé. Je n'avais aucune idée. Si j'avais été au courant de ce qui se passait réellement, vous seriez intervenu. Je vous aurais prévenu immédiatement. C'est plus que de l'infidélité. C'est, je ne sais pas comment qualifier ça. Je qualifie ça d'escroquerie. Émotionnelle, financière et, très probablement, littérale. Que insinuez-vous? Je lui présente les documents financiers que j'ai amassés, les paiements suspects, les dépôts en espèces, le schéma de transaction qui laisse entrevoir quelque chose de bien plus grave qu'une simple infidélité. Je suppose que votre femme et la mienne géraient une sorte de service d'escorte, utilisant notre quartier, nos maisons, comme base d'opération. Le visage de Brian change de couleur à plusieurs reprises tandis qu'il assimile ces informations. C'est inconcevable. Tara ne ferait pas ça. Elle n'est pas. Brian. Je possède des vidéos confirmant des activités qui se déroulaient dans ma maison qui feraient rougir un réalisateur de films pour adultes. Je possède des documents financiers montrant des paiements qui ne correspondent à aucun service légitime. Je possède des témoignages de voisins qui font état de visites régulières de plusieurs personnes. Jésus-Christ. La question pertinente est, quelle ligne de conduite comptez-vous adopter? Il reste silencieux pendant un long moment, fixant les documents éparpillés sur ma table de cuisine. Je vais demander le divorce, finit-il par déclarer. Je suis incapable d'être marié à une personne qui commettrait de tels actes, qui contribuerait à la destruction de la famille d'une autre personne pour le plaisir. C'est votre droit le plus strict. Pouvez-vous m'aider avec les questions juridiques? Je veux dire, vous semblez avoir maîtrisé l'art de tout documenter. Je partagerai ce que je peux partager. Cependant, Brian, il est impératif que vous compreniez qu'une fois que vous vous engagez sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Ces femmes sont prêtes à utiliser des tactiques peu scrupuleuses. Elles sont prêtes à essayer de détruire votre réputation, à monter vos connaissances contre vous, à vous dépeindre comme le méchant. Quels essais! J'ai 18 ans d'expérience en tant que mari fidèle et père admirable. Mon passé parle de lui-même. Après le départ de Brian, je trouve Jamie et Tyler assis dans le salon, tous deux avec un air abasourdi. « Papa » demande Jamie à voix basse, « c'est vrai pour maman et Tara ?» J'ai bien peur que oui. C'est vraiment tordu. Oui, c'est le cas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, nous allons de l'avant. Nous élaborons une stratégie pour fonctionner comme une famille en l'absence des personnes qui nous faisaient du mal. Mais qu'en est-il de l'école? Qu'en est-il de nos connaissances? Tout le monde va être au courant. Certaines personnes le seront.
Et certaines personnes nous jugeront pour cela. Cependant, les personnes qui comptent, les personnes qui se soucient vraiment de nous, comprendront. Tyler, qui est resté silencieux pendant la majeure partie de cette conversation, finit par prendre la parole. Papa, est-ce que tu vas bien? C'est une question si simple, mais elle me touche plus profondément que tous les mensonges et manipulations de Melissa réunis. Mon fils de 14 ans s'inquiète pour mon bien-être. Je vais bien, mon grand. Nous allons tous bien. Cela nécessitera peut-être du temps, et la situation pourrait devenir tumultueuse, mais nous sommes destinés à en sortir plus forts. Ce soir-là, je suis penché sur des documents juridiques lorsque mon téléphone se met à vibrer de notifications, d'alertes de réseaux sociaux, de SMS et de mails. Il se passe quelque chose. Je consulte d'abord Facebook. Tara a diffusé un long message décousu concernant les maris toxiques et les hommes dominateurs, incapables de gérer des femmes fortes et indépendantes. C'est manifestement dirigé contre moi, truffé d'accusations ambiguës et d'une rhétorique de victime typique. Cependant, la section des commentaires ne se déroule pas comme elle l'avait prévu. Brian a répondu par une publication succincte et dévastatrice. Tara, parle-leur des soirées. Parle-leur de ton aide dans les infidélités de Melissa envers Alex. Parle-leur des transactions financières. Pour une fois dans ta vie, dis la vérité. Le fil de discussion explose. Voisins, connaissances, collègues, tous y vont de leur avis. Certains soutiennent Tara et Melissa, tandis que d'autres posent des questions, réclamant des éclaircissements. Ensuite, une personne que je soupçonne d'être Madame Henderson publie des informations concernant l'activité douteuse qu'elle a documentée. Plaque d'immatriculation, date, heure. D'autres voisins renchérissent avec leurs propres observations. En l'espace de 2 heures, tout l'écosystème des réseaux sociaux de notre quartier résidentiel est plongé dans le chaos. Les accusations fusent, les relations s'effondrent et les secrets sont révélés à tout va. Mon téléphone sonne. C'est Melissa. Alex, tu dois arrêter ça. Arrêter quoi? Tu sais très bien. La campagne sur les réseaux sociaux qui monte tout le monde contre moi. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Cependant, tu es l'architecte de tout ça. Tu as commencé. J'ai commencé en découvrant tes liaisons, en constatant que tu avais transformé notre maison en bordel. Ce n'était pas ça. Alors, c'était quoi? Explique-moi. Aide-moi à comprendre comment ma femme a fini par jouer dans un film amateur pour adultes avec plusieurs partenaires, tout en leur faisant payer le privilège. Silence. C'est bien ce que je pensais. Melissa, tu t'es infligé ça toi-même. Tu as fait les choix. Tu as pris les risques. Tu as fait du mal à notre famille. Je fais simplement en sorte que tout le monde connaisse la vérité. Les enfants me détestent maintenant. Les enfants sont désillusionnés par toi. Il y a une différence. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Après avoir raccroché, je suis assis dans mon bureau, observant la conflagration numérique se propager sur les réseaux sociaux. Les relations se dissolvent, les secrets sont révélés, et le tissu social méticuleux de notre quartier résidentiel se défait en temps réel. Je n'ai pas allumé ce feu, mais j'ai fourni les allumettes. Et je n'ai pas encore fini. Car pendant que Melissa et ses amis s'efforcent de contrôler le récit sur les réseaux sociaux, je prépare l'événement principal. Les dates d'audience sont fixées, les preuves sont rassemblées et les témoins sont prêts à témoigner. La véritable bataille ne fait que commencer. Et je possède des armes plus redoutables que des publications Facebook et des tirades sur Twitter. Je possède la vérité. Et d'après mon expérience, la vérité finit toujours par triompher. Même lorsque son obtention nécessite une longue durée. Les marches du palais de justice sont rendues glissantes par la pluie d'octobre lorsque j'arrive pour notre première audience officielle, mais le temps semble approprié aux événements qui sont sur le point de se dérouler. 3 semaines se sont écoulées depuis l'explosion sur les réseaux sociaux, et le champ de bataille résidentiel a fait plusieurs victimes. Brian et Tara sont officiellement séparés. 2 autres couples de notre quartier ont demandé le divorce après la révélation de leurs propres secrets. Et Melissa réside chez sa sœur depuis que Jamie a exprimé qu'elle ne souhaitait plus voir son visage dans notre maison. Cependant, aujourd'hui dépasse le simple drame personnel. Aujourd'hui concerne la justice. Myriam m'accueille à l'entrée du palais de justice, une mallette à la main et le sourire de prédatrice d'une avocate qui sait qu'elle a toutes les cartes en main. Prêt pour ça? Demande-t-elle.
Je suis prêt depuis des semaines. Admirable, car l'avocat de Mélissa est sur le point de tout jeter contre le mur et d'évaluer ceux qui adhèrent. Allégations de maltraitance, d'atteinte à la vie privée, de manipulation émotionnelle, tout le reste. Laisse-les faire. Je possède des preuves documentées pour chaque action que j'ai entreprise, et tout est légal. Nous passons les détecteurs de métaux et pénétrons dans le hall au sol de marbre du tribunal aux affaires familiales, où les espoirs d'un conte de fées à jamais heureux rencontrent leur fin dans une conflagration de paperasse juridique et d'accusations acerbes. Mélissa était déjà présente avec son avocate, une femme à l'allure soignée nommée Victoria Chen, spécialisée dans les divorces litigieux. Mélissa semblait plus petite que d'habitude, comme diminuée, tel un ballon se dégonflant lentement au fil des semaines. Elle évitait de croiser mon regard. L'audience elle-même était essentiellement procédurale. Des arrangements de garde temporaire, des gels d'actifs et des demandes d'ordonnances restrictives furent discutés. Cependant, cela marqua également la première divulgation publique de notre conflit privé. La juge Patricia Morrison, qui n'était pas apparentée au détective Ray, avait manifestement fait ses devoirs. Monsieur Grant, déclara-t-elle, en consultant le dossier, vous demandez la garde exclusive des 2 enfants mineurs, l'occupation exclusive du domicile conjugal et la protection de tous les biens matrimoniaux en attendant une résolution définitive. Oui, votre honneur, répondis-je. Et Madame Grant, vous alléguez des mauvais traitements et une violation de la vie privée, et vous demandez votre propre ordonnance restrictive contre votre mari? Oui, votre honneur, répondit l'avocate de Mélissa. Ma cliente a été soumise à une campagne orchestrée d'intimidation et d'humiliation publique visant à détruire sa réputation et ses moyens de subsistance. La juge Morrison regarda par-dessus ses lunettes avec l'expression lasse de quelqu'un qui avait entendu toutes les variations imaginables de discorde conjugale. Monsieur Grant, avez-vous menacé votre femme ou ses associés? Non, votre honneur. J'ai eu des conversations avec des individus qui participaient à des activités illégales sur ma propriété. Je les ai informés des potentielles répercussions juridiques et j'ai demandé qu'ils cessent ces activités. Quant à la situation des réseaux sociaux, je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux concernant cette affaire. D'autres individus ont choisi de partager leurs propres expériences et observations. Avocate de Madame Grant, vous alléguez une violation de la vie privée concernant certains éléments numériques? Victoria Chen se leva, savourant manifestement l'instant. Votre honneur, les documents personnels privés de ma cliente ont été consultés sans son consentement et sont maintenant utilisés pour l'humilier publiquement, des documents qui étaient stockés sur une propriété détenue conjointement par les 2 parties. Myriam intervint avec aisance. Et qui documente des activités illégales se déroulant dans le domicile familial ou résidant des enfants mineurs? Quel genre d'activités illégales? Demanda la juge Morrison. C'était le moment que j'attendais. Myriam ouvrit sa serviette et en sortit un épais dossier de documents. Votre honneur, nous avons des preuves de fraude fiscale, de revenus non déclarés provenant de la prostitution, de blanchiment d'argent par le biais de transactions commerciales frauduleuses, et de mise en danger du bien-être des mineurs en introduisant dans le domicile familial des individus ayant un casier judiciaire. Le silence se fit dans la salle d'audience. Même la sténographe judiciaire interrompit un instant sa frappe. Ce sont des allégations graves, observa la juge Morrison. Avez-vous des preuves documentaires? Une documentation exhaustive, des relevés financiers, des preuves vidéo, des témoignages de témoins et des témoignages d'experts des forces de l'ordre. Victoria Chen semblait avoir été frappée. Il était évident que c'était la première fois qu'elle entendait parler des aspects criminels du comportement de sa cliente. Votre honneur, balbutia-t-elle. Ces allégations sont étayées par des preuves qui ont déjà été examinées par le service de police local et transmises aux agences fédérales compétentes, continua Myriam. Nous ne parlons pas simplement d'infidélité ici, nous parlons d'activités criminelles organisées. La juge Morrison examina les documents pendant plusieurs minutes pendant que nous restions assis en silence. J'entendais Mélissa pleurer doucement, mais j'évitais de la regarder. C'était sa situation à résoudre. Finalement, la juge prit la parole. Sur la base des preuves présentées, j'accorde la garde exclusive temporaire à Monsieur Grant, l'occupation exclusive du domicile conjugal et le gel de tous les biens communs en attendant une enquête des autorités compétentes. Madame Grant, il vous est interdit de retirer tout objet du domicile familial, à l'exception des vêtements personnels et des articles de toilette, et toute visite aux enfants mineurs sera supervisée. Votre honneur, protesta Victoria Chen. C'est excessif. Conseillère, votre cliente est confrontée à de potentielles accusations fédérales. La sécurité des enfants est ma principale préoccupation ici.
Alors que nous quittions le palais de justice, Victoria Chen entraîna Myriam à l'écart pour une discussion animée, tandis que Melissa était assise sur un banc, fixant ses mains. Je m'approchai d'elle. Cela n'aurait pas dû arriver, dis-je doucement. Si tu avais simplement été honnête dès le début, si tu avais demandé le divorce au lieu de transformer notre maison en scène de crime, nous aurions pu gérer cela comme des adultes. Elle leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des années, je vis la femme que j'avais épousée, effrayée, vulnérable, humaine. Je n'ai jamais eu l'intention que ça aille aussi loin, mais c'est arrivé, et maintenant nous devons tous vivre avec les conséquences. Les enfants ne me pardonneront jamais. Peut-être pas, mais cela vous regarde, elle et eux. Alex, je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais les regrets ne défont pas les dégâts. Ce soir-là, j'étais à la maison avec Jamie et Tyler, essayant d'établir un semblant de normalité, lorsque le détective réappela. Alex, nous avons un problème. Quel genre de problème? Le genre où le petit ami de votre femme vient d'être appréhendé alors qu'il tentait de cambrioler votre maison. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de devant et j'ai vu des voitures de police dans mon allée, leurs gyrophares rouges et bleus plongeant le quartier dans une alternance de couleurs de chaos. Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde va bien, mais vous devez venir ici. Jacques avait des choses intéressantes à dire quand nous l'avons attrapé. 20 minutes plus tard, je me tenais dans ma propre allée, regardant des techniciens de la police scientifique prélever des empreintes digitales sur ma porte de derrière, tandis que Jacques s'était assis à l'arrière d'une voiture de patrouille, l'air complètement anéanti. Qu'est-ce qu'il cherchait? J'ai demandé. Ray a déclaré qu'il tentait de récupérer des biens qui lui appartenaient, affirmant que ma femme détenait quelque chose qui pourrait l'incriminer dans d'autres activités. Quel genre d'autres activités? Le genre qui implique de multiples fausses identités, de la fraude à la carte de crédit et une opération très sophistiquée ciblant des femmes âgées et fortunées via des applications de rencontres et des services de remise en forme. J'ai fixé du regard la voiture de police où Jacques s'était assis, et soudain, tout s'est mis en place. Il ne couchait pas simplement avec Melissa pour le plaisir, il l'exploitait. Il semble que ce soit ça, en utilisant sa liste de clients, son accès à des maisons coûteuses, ses relations sociales. Elle n'était probablement qu'une cible de plus pour lui. Est-ce qu'elle le sait? J'en doute. Les femmes comme votre femme croient qu'elles sont spéciales, qu'elles sont l'exception. Elles ne se rendent pas compte qu'elles ne sont qu'une cible de plus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors que la police finissait d'inspecter les lieux, je me suis retrouvé à ressentir une émotion inattendue, la pitié pour Melissa. Elle pensait vivre des aventures excitantes avec des hommes plus jeunes. Elle pensait vivre une sorte de vie fantasmée. Au lieu de cela, elle était manipulée par un escroc professionnel qui ne voyait en elle qu'un outil utile. Cependant, ma pitié n'allait pas plus loin. Car si Jacques l'exploitait peut-être, elle avait quand même fait le choix de trahir sa famille. Elle a quand même choisi de faire entrer des inconnus dans notre maison. Elle a quand même choisi de mentir, de tricher et de mettre nos enfants en danger. Les conséquences de ces choix lui incombaient toujours. Mon téléphone vibra avec un texto de Myriam. L'arrestation de Jacques change tout. L'avocat de Melissa veut nous rencontrer demain pour discuter d'un règlement. Je crois qu'ils sont prêts à capituler. J'ai répondu par texto. Quel genre de règlement? Le genre où vous obtenez tout ce que vous avez demandé, et elle disparaît discrètement. J'ai regardé ma maison avec ses rubans de police et sa poudre d'empreintes digitales, et j'ai pensé au chemin qui nous avait amenés à ce moment, la découverte de la clé USB et l'enquête, les batailles juridiques, les guerres sur les réseaux sociaux. Tout cela menant à ceci, un mariage brisé, une famille éclatée et un quartier qui ne serait plus jamais le même, mais menant aussi à la justice, à la vérité et à la fin des mensonges, de la manipulation et de la trahison. Demain, Melissa signerait probablement des papiers qui me donneraient tout ce que j'ai demandé. La maison, les enfants, les biens et la liberté de reconstruire nos vies sans elle. Chaos et drame. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, cela ressemblait simplement à la fin de quelque chose qui était mort il y a longtemps. Mais parfois, les fins sont précisément ce dont on a besoin pour découvrir de nouveaux départs, et j'étais prêt à recommencer. La réunion de règlement n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, je me suis réveillé samedi matin avec mon système de sécurité hurlant et mon téléphone vibrant d'alerte de chaque caméra et capteur de la propriété. L'horodatage indiquait 3h47 du matin, et les projecteurs à détection de mouvement avaient transformé mon jardin en scène de crime avant qu'aucun crime n'ait réellement été commis.
J'ai saisi mon téléphone et j'ai vérifié les flux en direct. 2 silhouettes se déplaçaient autour de ma propriété, essayant les fenêtres et les portes, testant les points faibles. Même dans les images granuleuses de vision nocturne, je les ai reconnus immédiatement. Mélissa et Jax. Apparemment, son arrestation de la veille n'était qu'un inconvénient mineur. J'ai d'abord appelé le 911, puis le détective Ray, puis je me suis installé pour regarder le spectacle. Car après des semaines de planification méticuleuse et de manœuvres juridiques, il semblait que ma future ex-femme et son petit ami criminel avaient décidé d'adopter une approche plus directe. Ils tentaient de cambrioler ma maison. L'ironie était presque poétique. Après des mois passés à voir Mélissa faire entrer subrepticement des gens dans notre maison pour ses activités illégales, elle en était littéralement à cambrioler pour tenter de dissimuler les preuves de ces mêmes activités. J'ai réveillé Jamie et Tyler, les ai mis en sécurité dans la pièce panique que j'avais installée au sous-sol le mois précédent. Parce que lorsqu'on découvre que sa femme est une criminelle, on prévoit les imprévus, puis on s'installe pour regarder la justice se dérouler en temps réel. À travers les caméras de sécurité, je pouvais voir Mélissa et Jax se disputer à voix basse près de la porte arrière. Elle pointait du doigt différentes fenêtres, essayant clairement de lui indiquer le point d'entrée le plus facile. Il secouait la tête, réalisant probablement que cambrioler la maison de quelqu'un qui avait déjà documenté vos crimes précédents n'était pas une stratégie gagnante. Mais le désespoir rend les gens stupides, et ces deux-là étaient clairement désespérés. Finalement, Jax a réussi à forcer l'ouverture de la fenêtre de la cuisine, celle-là même que j'avais délibérément laissée entr'ouverte, ayant découvert que c'était leur point d'entrée préféré lors de leur précédente transgression. Je l'ai observé soulever Mélissa à travers l'ouverture en premier, puis grimper à sa suite. Ils étaient maintenant à l'intérieur de ma résidence, commettant officiellement le crime de cambriolage, le tout méticuleusement capturé en vidéo haute définition, avec horodatage et coordonnées GPS. Mon téléphone a sonné. C'était Ray. Alex, nous sommes à environ 5 minutes. Est-ce que toi et les enfants êtes en sécurité, ai-je demandé. Nous sommes enfermés dans la salle de sécurité du sous-sol. Ils sont actuellement dans la cuisine, avançant vers mon bureau. Ne les engagez pas. Laissez-nous gérer ça, a affirmé Ray. Je n'en rêve pas. Je vais simplement rester ici et les observer s'incriminer davantage grâce aux caméras. Je pouvais discerner leurs mouvements dans ma demeure, éclairés par des lampes de poche, alors qu'ils s'efforçaient de contourner le déclenchement des détecteurs de mouvement. Ils ignoraient que je les avais déjà désactivés à distance. Ils se sont dirigés directement vers mon bureau, confirmant ainsi leur objectif, l'acquisition des preuves que j'avais patiemment amassées. Cependant, il existe une certaine vérité concernant le fait d'être marié à une personne pendant 18 ans. On finit par connaître intimement ses habitudes, ses schémas, ses réactions prévisibles au stress. J'avais anticipé que Mélissa tenterait finalement quelque chose de ce genre. J'ai prévu qu'elle enrôlerait Jax. J'ai supposé qu'il viserait mon bureau, par conséquent, je me suis préparé en conséquence. Ils ont localisé le coffre-fort où je sauvegarde des documents vitaux, et Jax a rapidement commencé à manipuler la serrure à combinaison. Il était parfaitement évident qu'il avait déjà de l'expérience dans ce domaine, car il a réussi à l'ouvrir en moins de 2 minutes. À l'intérieur, ils ont découvert exactement ce que je voulais qu'ils trouvent, une clé USB factice bien en vue, étiquetée épreuve, fichiers originaux, et un dossier portant l'inscription au dossier financier, copie pour l'avocat. Ce qui leur a échappé, c'est toute preuve authentique, car tout cela était stocké en lieu sûr dans plusieurs endroits inaccessibles. Cependant, ils restaient béatement inconscients de ce fait. Ainsi, ils se sont enfuis avec les matériaux factices, vraisemblablement sous l'illusion qu'ils s'étaient protégés avec succès des poursuites pénales. C'est à ce moment-là que le véritable amusement a commencé. Vous voyez, la clé USB factice n'était pas qu'une fabrication. C'était un appareil spécialement programmé qui, une fois inséré dans n'importe quel ordinateur, téléchargeait instantanément son contenu sur un serveur public et envoyait des notifications à une liste de contacts prédéterminés. Le contenu ? Une compilation vidéo présentant les plus grandes transgressions de Mélissa et de Jax, accompagnée d'une confession complète que j'avais enregistrée, expliquant précisément ce qu'ils avaient commis et leurs motifs pour tenter de dérober des preuves. Par conséquent, à leur retour à la maison, lorsqu'ils inséraient cette clé dans leur ordinateur pour examiner leur butin mal acquis, ils diffuseraient par inadvertance leurs propres activités criminelles au monde entier. Cependant, cette éventualité restait à environ 20 minutes dans le futur. À ce moment-là, ce n'étaient que 2 criminels fuyant le lieu de leur dernière transgression, chargés de ce qu'ils croyaient à tort être la preuve de leurs méfaits antérieurs.
La police est arrivée précisément au moment où ils remontaient par la fenêtre de la cuisine. Ray et 3 autres agents les ont encerclés avant qu'ils ne puissent atteindre la voiture de Jax. J'ai observé à travers les caméras qu'ils étaient menottés, informés de leurs droits et escortés dans des véhicules de police séparés. Melissa pleurait, essayant d'expliquer que toute cette affaire était un malentendu. Jax exigeait une représentation légale, affirmant qu'il s'efforçait simplement de récupérer ses biens personnels. Aucun des deux ne comprenait que tout ce qu'ils avaient dit et commis durant leur précédente avait été enregistré sous divers formats et automatiquement téléchargé sur des serveurs sécurisés. Au moment où j'ai escorté Jamie et Tyler hors du sous-sol, l'équipe d'enquête de la scène de crime était déjà en train de traiter les preuves, et Ray recueillait les dépositions des voisins réveillés par le remue-ménage. « Papa » balbutia Jamie, observant sa mère être emmenée dans un véhicule de police. « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ? » « J'ai bien peur que oui, ma chérie. » « Est-ce qu'elle va vraiment aller en prison ? » ?»« Probablement. L'effraction et l'intrusion constituent un crime, surtout lorsqu'elles s'inscrivent dans un schéma de comportement criminel. Tyler, qui était resté inhabituellement taciturne tout au long de la procédure, finit par prendre la parole. « Bien. » C'était un sentiment dur pour un garçon de 14 ans à exprimer à l'égard de sa mère, mais je le comprenais. Il assistait à ce chaos depuis des semaines, observant comment les décisions de Melissa avaient blessé notre famille, ravagé notre maison et bouleversé nos vies. Parfois, la justice est gratifiante, même lorsqu'elle est douloureuse. Le lendemain matin, je prenais mon café et parcourais les reportages concernant l'arrestation lorsque Myriam a téléphoné. « Alex, tu ne vas pas croire ça. » Et c'est toujours. Après les événements d'hier soir, je suis prête à croire n'importe quoi. Cette clé USB qu'ils ont dérobée. La fausse. Ils l'ont branchée. Et elle a tout téléchargé sur les réseaux sociaux, envoyé des copies aux stations de nouvelles locales et déposé automatiquement des rapports auprès du Bureau fédéral d'investigation, du service des impôts internes et du bureau du procureur général de l'État. J'ai failli recracher mon café. Elle a fonctionné plus efficacement que nous l'avions prévu. La vidéo de confession de Melissa se répand rapidement en ligne. Les médias locaux la surnomment le scandale suburbain du siècle. 3 autres femmes se sont manifestées, affirmant que Jax les avait escroquées par le biais de stratagèmes analogues. Qu'en est-il des accusations criminelles ? Les procureurs fédéraux prennent en charge la juridiction de l'affaire. Blanchiment d'argent, fraude fiscale, fraude organisée, et maintenant effraction et intrusion. Melissa risque une longue peine de prison. Et le divorce. Quel divorce ? Elle va plaider coupable à tout et disparaître dans le système pénitentiaire fédéral. Tu obtiendras un divorce sans opposition, la garde exclusive et tous les biens. Elle a maintenant des problèmes plus importants que de se disputer le partage des biens. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté assis dans ma cuisine, la cuisine même où tout avait commencé, avec une clé USB et une boîte de jouets ZEC, essayant de comprendre les événements qui se déroulaient. 6 semaines auparavant, j'étais un consultant en technologie de l'information quelconque, marié à une agente immobilière prospère, menant une existence suburbaine tranquille qui semblait idyllique de l'extérieur. Maintenant, je suis un père célibataire dont l'ex-femme fait face à des accusations fédérales pour avoir orchestré une entreprise criminelle depuis notre domicile familial. La transformation est si complète, si dramatique, qu'elle donne l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est la mienne. Et malgré le chaos, malgré la douleur, malgré le bouleversement total de tout ce que je croyais jusqu'à présent au sujet de mon mariage et de ma famille, j'ai ressenti une sensation qui m'avait échappé depuis des années. Le soulagement. Les mensonges sont terminés. Les secrets sont révélés. La vérité, aussi laide, complexe et dévastatrice soit-elle, est enfin au grand jour. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Madame Henderson, ma voisine d'à accent grave côté. « Alex, je voulais simplement que tu saches que tout le voisinage vous soutient, toi et les enfants. Ce que Melissa a commis est impardonnable, mais tu as géré ça avec classe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes là pour toi. » Des messages analogues m'inondaient d'autres voisins, des éducateurs de Jamie et Tyler, des clients qui avaient été informés de la situation, des personnes qui avaient observé ce drame se dérouler et témoigné de mes efforts pour protéger mes enfants tout en recherchant la justice par les voies légales. Il s'avère que lorsque l'on traverse une crise avec intégrité et patience, les gens le remarquent. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner pour Jamie et Tyler,
une activité à laquelle je ne m'étais pas régulièrement adonné depuis des années parce que Mélissa était perpétuellement trop occupée pour les repas en famille. Ma fille a levé les yeux de ses devoirs. Papa, est-ce qu'on va s'en sortir? On va s'en sortir mieux que bien, lui ai-je assuré. Nous allons être honnêtes les uns envers les autres. Nous allons redevenir une vraie famille, sans tout ce drame et ces mensonges. Sans tout le drame et les mensonges, a fait écho Tyler avec un sourire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut enfin avoir un chien? Ne devenons pas irrationnels, ai-je répondu. Pourtant, je souriais aussi, car, pour la première fois depuis des mois, notre maison avait retrouvé l'atmosphère d'un foyer. Les secrets avaient été déracinés, les criminels incarcérés, et nous pouvions enfin entamer la reconstruction de nos vies sur des bases de vérité, plutôt que de mensonges. Ce n'était pas la conclusion que j'avais envisagée lorsque j'avais initialement inséré cette clé USB, mais c'était la conclusion que nous méritions. Justice rendue. Famille protégée. Vérité triomphante. Parfois, les vertueux finissent par l'emporter, même lorsque cela nécessite un long et pénible chemin. Nice. Yeah, nice stress. No, but anyway, so far so good. Cobra update build height. Jeg har villagers. Lige hvad er der en af dem, der har en mending book? Mending og unbreaking eventuelt. En banger her. Ikke nu. Okay, vil du sige til, hvis de får det? Fuck, den var god, den der. Giv mig lige en time. Ja, det er den. Så laver jeg nogle af de andre imens. Jeg synes ikke rigtig, at de her bier, de virker. Ej, ikke sige, at de har taget alle de der... Nej, what? Hvorfor virker den ikke så? Er de bare i gang med at work? Kan man købe en lejlighed i Cobras bygning? Det ved jeg ikke. Jeg har bare lige brug for, at folk ikke sover. Kan vi aftale, at vi ikke sover næste nat? 5 gifted XD. Jeg bygger jordhus. God idé, Nico. Ja. Sover Martin nogensinde? Martin, han sover altid. Nej, jeg har ikke bandet trash, han vanishede bare mit. Du sover altid foran streamen. Ja. Yeah. Det er løgn. Hvad så? Nu er Nico også i gang med at tale mine ting. Jamen, det er fint. Det gør du bare, Nico. Fuck, jeg skal snart have lavet den ender chest, mand. Liva. Hvad har du af villagers lige nu? Og dejligt med 4 timers spand i år. Ja, sådan er det på det der rigtig, rigtig unlucky jul der. Skirt. Skirt, siger Nadja. Bedre end pøm, ja, det er rigtigt. En masse plain. Okay. Kan vi bande julesegment? Nej, vi kunne godt dog. Kan vi pøme Mertz? Hvad gør han? Giver du spil din... Den er i queue, den her, din osteged, altså. Hvad skal jeg sige til dig, Satine? Man kan gerne få en villager. Nej. Folk dræber den bare, fordi det er min. Han brænder mig konstant. Shit.
Ja, mate. Det er jo den næste i queue, der står der med designermøbel. Satin. Nummer 1 i køen er jo i køen og ikke på. Du er en ost. Kan Nadja ikke få PvP rights? Martin kom på disk. Jamen, jeg forstår ikke. Hej. Jeg selv. Wow. Jeg synes, Hej, Martin. altså, hvorfor, Så hun ikke at snakke, for du kommer, Martin. hvorfor var det, I joinede det her opkald før, og ikke det, jeg sad i? Det er fordi, vi lige skulle lære mig at spille Minecraft. Jeg rykker os lige. Om vi sidder, er det ikke lige meget, om vi sidder i Nej. 1 eller 2? Eller? Nej, det er fordi, jeg har et Discord-overlap til Jab 1. Så det er derfor. Altså, da jeg satte mig ned i det andet call, så blev der spurgt, hvordan laver man en kiste? Ja, men jeg ved det godt. Ja. Det første, han spørger om, da han joiner serveren, er, hvordan laver man en wood axe? Det kan også noget. Ja, det kan det. Okay, jeg skal lige... Han brænder mit træ, Ej, den hvor fis. lækkert.